Schönen guten Mittag. C'est avec un très grand plaisir que je vous salue tous et toutes ici à la Maison de l'Union européenne. Une union, vous voyez là à gauche et à droite des photos venant de la Croatie, des phares de la Croatie, le pays qui a rejoint l'Union en 2013 en tant que 28e membre. Aujourd'hui, nous sommes à un jour historique, si je peux dire, la première fois qu'un pays membre va nous quitter à minuit. Et c'est justement pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui ici, pour voir, au bout des discussions sur l'accord de retrait, pour lequel le Parlement européen a donné son feu vert cette semaine encore, dans quel sens on ira. Cet cycle de conférences parlant d'Europe vous est proposé par le mouvement européen, par la Commission européenne, sa représentation ici au Luxembourg, qui était aussi si chaleureux de nous proposer la GAP dont nous avons profité en dehors. Le représentant adjoint, Gilio Funk, il est là, et par le bureau de liaison du Parlement européen. Si nous parlons aujourd'hui du Brexit, c'est au bout de 300 pratiquement que nous avons un jour G où on peut maintenant regarder, comme ça font aussi peut-être les phares là, dans l'avenir. Lors de la résolution, lors de l'adoption du traité de retrait au Parlement européen cette semaine, notre président Sassoli, il a déclaré: je suis profondément attristé que nous en soyons arrivés à ce point. 50 années d'intégration ne peuvent pas se dissoudre aussi facilement. Nous devons travailler d'arrache-pied pour construire une nouvelle relation en nous concentrant toujours sur les intérêts et la protection des droits des citoyens. Et c'est justement vous, nous, citoyens, qui étaient un peu au cœur des discussions au Parlement européen lors des 3 dernières années, et ils le seront aussi dans cette nouvelle étape qui s'ouvre aujourd'hui, où on commence à parler des relations futures. J'ai le grand plaisir, Excellence, bienvenue, j'ai le grand plaisir que dans cette salle, nous avons 2 des 6 députés luxembourgeois qui étaient impliqués et qui seront impliqués dans les négociations qui se mènent à Bruxelles, à Strasbourg. D'un côté, le vice-président de la Commission Affaires constitutionnelles du Parlement européen, M. Charles Goerens, du groupe Renew Europe, et de l'autre côté, Christoph Hansen, du groupe du Parti populaire européen, qui sera le négociateur dans notre commission commerce international, justement le rapporteur pour le traité qui sera à conclure. Comme vous le savez, peut-être ce traité qui devrait être négocié à partir maintenant de février ou de mars et qui devrait être conclu en principe encore avant la fin de l'année, sera négocié par la Commission européenne en respectant les lignes rouges qui seront définies par le Conseil et qui sont aussi détenues dans les décisions, les résolutions du Parlement européen. Et ce sont justement ces 2 institutions-là qui devraient encore donner leur accord à la fin des négociations. En fonction du contenu de ce traité, il se peut aussi que les parlements des États membres et peut-être aussi de certaines régions, vous avez entendu le cas de notre voisin belge il y a quelque temps, donc il se peut que là on aura encore plus de débats démocratiques dans les mois à venir, et c'est justement aussi bien qu'on fasse ce débat, et comme le montre aussi cette salle comble aujourd'hui, nous, citoyens, nous avons encore beaucoup de questions et nous sommes intéressés de voir dans quelle direction iront les relations avec le Royaume-Uni d'un côté, de l'autre côté, dans quelle direction ira l'Union européenne. Et c'est justement aujourd'hui, il y a 1h30, que les présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission se sont prononcés sur la manière d'ouvrir cette nouvelle chapitre et de voir avec vous, avec les citoyens, par exemple dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe qui sera mis sur le pied à partir de mai, comment et dans quel sens nous irons.
Je crois que ça vous donne un peu le background de cette discussion et de ce débat que vous allez témoigner, auquel vous pouvez aussi contribuer aujourd'hui. J'ai le plaisir de donner la parole à Jonathan Ponchon de notre bureau, qui va animer justement le débat avec les deux députés. Merci d'être venu. Christophe Schröder, merci beaucoup pour ce petit mot de bienvenue. Et merci à vous de vous être déplacé ici pour discuter de cette journée qui est en effet une journée historique pour l'Union européenne, pas seulement pour le Royaume-Uni, bien sûr. Merci aussi aux spectateurs qui nous suivent sur les streams, sur RTL LU, Vort LU, Quotidien LU et l'Essentiel LU. L'intérêt pour cette discussion aujourd'hui est majeur, comme sont aussi les sujets qu'on va discuter. Et voilà, je suis très ravi d'être entouré par Christoph Hansen et Charles Goerens, Charles Goerens, dans sa fonction de vice-président des affaires de la Commission des affaires constitutionnelles, était largement impliqué dans les négociations pour le traité, ou pour l'accord, pas le traité, pour l'accord du Brexit. Et Christoph Hansen, qui, je pense, sera très occupé dans les mois à venir pour négocier des futures relations économiques avec nos voisins britanniques. Mais avant d'entrer, je veux dire, dans le fond des sujets de négociation, je voulais revenir sur la dernière séance parlementaire qui a eu lieu à Bruxelles avec les collègues britanniques parlementaires qui ont voté avec vous sur cet accord de sortie de l'Union européenne. Et quand le vote est passé, les députés se sont levés. Il y en a qui se sont tenus par la main, il y avait des larmes aux yeux, ils ont chanté ensemble Auld Lang Syne en français, ce n'est qu'à nos revoir. Vos émotions, Charles Goerens, par rapport à cette journée particulière et ce que vous avez vécu ces derniers jours à Bruxelles et à Strasbourg par rapport à vos collègues britanniques? Écoutez, je tiens aussi à saluer l'auditoire, un auditoire de choix, très informé. Ce serait un vrai challenge pour nous deux. Deuxièmement, je ne suis pas le genre de bonhomme à démarrer au quart de tour quand il s'agit de verser des larmes. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu me retenir. C'était tellement émouvant. Triste, c'est une journée triste. C'est le terme d'une séparation douloureuse qui dure déjà 3 mois et qui va encore laisser des traces à l'avenir. Voir partir 3 ans. Voir partir des collègues qui très méritoires, qui sont investis dans la construction de l'Europe, qui voient leur biographie arrêtée du point de vue intégration européenne, c'est vraiment triste à voir. Donc je partage le sentiment qu'éprouveraient au moins les 5/6e de la salle. Voilà, on est triste. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est de voir la jeune génération de Britanniques, qui sont des Européens très convaincus, laissés sur les frais. Si on me demande où on peut encore trouver des Européens convaincus aujourd'hui, je dis mais allez au Royaume-Uni, vous verrez encore des jeunes qui sont capables de descendre dans la rue par millions pour notamment faire part de leur adhésion à l'idée européenne. Christoph Hansen, comment est-ce que vous vivez cette journée très particulière et comment est-ce que vous avez vécu ces dernières journées à Bruxelles et à Strasbourg? Évidemment, je pense que je partage la tristesse exprimée par Charles Goerens, mais aussi exprimée en plénière par nombre de nos collègues britanniques et non britanniques, parce que c'était des collègues. Moi, j'en avais plus dans mon groupe politique. La précédente législature, j'en avais encore 2. Charles, évidemment, il en avait beaucoup plus. Les Lib Dems, qui sont membres de Renew, 17 membres. Donc, effectivement, ça va aussi changer déjà au Parlement, les poids des différents groupes politiques. Mais c'était vraiment triste à voir parce qu'il y a beaucoup d'Européens convaincus avec lesquels on travaille constructivement dans les commissions parlementaires qui ont vraiment travaillé pendant des décennies pour une Europe plus forte, une intégration accélérée. C'est vraiment, ça brise le cœur de voir les gens partir et surtout ce qui a été fait
aux jeunes. Par contre, je trouve aussi, j'ai ressenti un certain dégoût après le vote qu'on a eu pour justement en plénière pour donner notre accord. Je suis sorti, il y avait Nigel Farage avec ses collègues en train de fêter au champagne et à la bière devant la plénière. Pour moi, c'était vraiment affreux de devoir témoigner de cela. Je me suis permis d'imprimer quelques-unes des journaux britanniques d'aujourd'hui, et l'écho est très, ça ne va pas vous surprendre, très différent. Donc The Guardian présente le Royaume-Uni comme une petite île. Small island, after 47 years, Britain leaves the EU at 11 tonight, the biggest gamble in a generation. Daily Express, par contre, ils s'en félicitent. Yes, we did it, point d'exclamation. Daily Star, tonight is a truly historic moment for our great nation. That's right, it's the end of dry January. The Independent, là, une pleine de tristesse. Today, Britain leaves the European Union. It is inevitable that we will one. Is it inevitable that we will one day rejoin? Question mark, point d'interrogation, avec les au revoir dans les différentes langues européennes. The Herald, ils n'ont pas l'air trop tristes non plus. Hello, goodbye, ça rappelle plutôt une chanson des Beatles. On a The Scotsman. Vous vous rappelez que la population écossaise a voté contre le Brexit, donc ils doivent sortir de l'Union européenne malgré eux. Farewell, not goodbye. Donc c'était quelque chose qui a été aussi exprimé par des eurodéputés, aussi entre autres par le président Sassoli, qui préfère dire, au lieu de dire adieu, il a préféré dire arrivederci, donc au revoir. Et The Daily Telegraph, this is not the end, but the beginning. Christophe Hansen, vos impressions par rapport à ces échos médiatiques très partagés, qui ne sont pas surprenantes, je pense, au Royaume-Uni. Ils ne sont pas surprenants, mais je vois aussi, évidemment, certains de vos titres que vous avez montrés montrent quand même qu'il y a des gens qui ont de l'espoir pour regagner l'Union européenne un jour. Mais peut-être c'est aussi, surtout, parce qu'à ce stade-ci, j'aimerais pas de reparler d'une réadhésion, c'est vraiment pas le moment pour le faire. C'est un débat inutile. En ce moment, c'est un débat qu'on ne devrait pas mener avec la situation politique actuelle. Je pense que c'est vraiment pas le bon moment pour le faire. Cependant, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni tombe en dehors de l'Union européenne, mais il va rester en Europe. Il va rester notre premier voisin, ça va être rester un partenaire économique de poids. Il y a beaucoup de citoyens européens qui vivent dans le Royaume-Uni, qui ont leur famille là-bas. C'est surtout à eux qu'on doit penser maintenant, mais aussi aux citoyens britanniques qui vivent ici dans les 27 États membres. Il y en a, je regarde John Marsh, près de 7000 Britanniques qui vivent au Luxembourg, si mes chiffres sont bons. Donc effectivement, c'est à eux qu'on doit penser en ce moment. Maintenant, on a très très peu de temps pour négocier notre nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Bon, je vous donne juste 2-3 chiffres sur le temps que ça a pris pour d'autres accords commerciaux, et ça vont être des accords. Allez-y. Ça va être, par exemple, le Mercosur, dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment. Ça a pris 18 ans pour le négocier, et là, on doit être prêt dans moins de 11 mois. Donc, effectivement, juste pour vous donner un chiffre, et le Royaume-Uni ne va pas seulement sortir de l'Union européenne, et le Royaume-Uni va également sortir de près de 600 traités internationaux. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que le Royaume-Uni a les fonctionnaires pour tout négocier d'un coup comme ça? J'ai mes forts doutes, mais là, on va devoir voir comment on peut aborder la chose. Ça va évidemment être un travail de ouf pendant les mois à venir, et probablement on va pas pouvoir tout régler cette année-ci. Est-ce que vous avez eu des moments de doute par rapport à votre rôle pour les mois à venir? Vous vous êtes dit, pourquoi est-ce que je me suis approprié ce rôle très laborieux, sans aucun doute, pour ces négociations?
Bon, premièrement, je me suis déjà fait engueuler par mon épouse à la maison parce que je viens seulement de boucler un très grand dossier en trilogue, en négociation avec le Conseil sur la directive eau potable. Donc, et maintenant, je suis rapporteur aussi, co-rapporteur pour la réforme de la PAC. Et donc, ceci, c'est mon troisième grand dossier. En fait, ouais, ça va évidemment être maintenant 11 mois très, très intensifs. Je m'excuse déjà à tous ceux où j'ai déjà dû annuler mes rendez-vous ou déplacer mes rendez-vous parce que maintenant, il y a évidemment énormément de réunions qui se rajoutent à mon agenda que je n'avais pas prévu jusqu'à maintenant. Et donc, effectivement, ça va être très intense cette année-ci. Charles Goerens, je voulais revenir sur un discours ou une phrase que je trouvais très intéressante d'un député des conservateurs, donc du groupe ECR britannique, qui était aussi un député qui était pour le Brexit, qui a dit « Nous étions de mauvais locataires, mais nous serons des bons voisins ». Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une phrase. Et ça ne résout rien du tout. Les Britanniques, je voudrais le dire et le souligner aussi en présence de M. Marshall, on leur doit beaucoup. Les jeunes Britanniques ont versé 2 fois leur sang pour sauver l'Europe au siècle dernier. Donc, on avait besoin d'eux. Le Royaume-Uni était une grande nation, est une grande nation et restera une grande nation. Si je regrette le choix des Britanniques d'avoir quitté l'Union européenne, c'est à eux qu'incombe la responsabilité. Moi je suis triste de voir tout ça. Je voudrais encore dire un mot sur votre revue de presse. Allez-y, oui. Je crois que celui qui doit jubiler aujourd'hui, c'est Rupert Murdoch. C'est Rupert Murdoch, il a exploité une crise interne au parti conservateur, que Cameron a voulu résoudre en prenant la fuite de l'avant. Malheureusement, le référendum n'est pas, de mon point de vue, la question ou la façon appropriée de résoudre ce genre de crise. Une crise interne à un parti doit être résolue à l'intérieur du parti. Des Britanniques l'ont dit il y a 2 jours en plénière. C'est parce qu'on a voulu éviter l'éclatement du Parti conservateur qu'on en est arrivé là. Ce n'est pas sans doute la seule explication, mais c'est une des explications. Et même au-delà de la question qu'on m'avait posée, moi je voudrais qu'on retienne une fois pour toutes que le référendum, c'est vraiment du poison pour résoudre des problèmes qui pourraient être résolus autrement. Imaginez-vous un seul instant si le Luxembourg avait voté en 1952 par voie référendaire, ratifié par voie référendaire, la question de savoir si l'Allemagne pouvait participer à la construction européenne. Mon père, qui était un Européen convaincu jusqu'à son dernier soupir, m'a dit, en ce moment-là, j'aurais voté non. Et je crois que 80% de la population luxembourgeoise l'aurait fait. Voilà, et ça eût été la plus grande bêtise qu'on n'aurait jamais pu faire au Luxembourg. Si aujourd'hui on a l'Union européenne qui, bien entendu, amputée de sa partie britannique, a quand même de beaux restes. Alors si aujourd'hui on a un certain avenir devant nous, ce sera difficile, ce sera très difficile. Néanmoins, je crois qu'il faut garder son sang-froid et dire que les défis qui sont devant nous sont tels qu'on n'a pas un seul instant à perdre. En matière de sécurité, on ne fera rien sans les Britanniques. En matière de lutte contre le terrorisme, on ne fera rien sans les Britanniques. En matière de défense des valeurs occidentales, on a besoin d'eux pour faire la masse critique. Et même à 500 millions de citoyens européens, je doute encore qu'on soit bien en position pour gagner les prochains, les grands prochains challenges. Je cite juste au passage une citation de Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement, qui a dit « La dernière guerre froide, c'est nous qui l'avons gagnée. Et nous continuons à nous bercer dans l'illusion que c'est grâce à nos valeurs, que ce sont nos valeurs qui ont triomphé. » Et il dit « C'est vrai parce qu'on a été plus fort d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, de nouveau, nous sommes en pleine guerre froide et nous sommes en train de perdre la bataille technologique. Raison de plus de s'interroger sur l'avenir de ce continent, duquel continue à faire partir le Royaume-Uni. Donc je nous souhaite à tous
d'avoir la hauteur de vue nécessaire pour façonner l'avenir à notre façon, sur des bases plus complexes, plus compliquées, mais néanmoins nous avons une obligation de réussite en commun. D'accord. Conférence sur la conférence sur l'avenir de l'Europe sera en effet un sujet très important des mois à venir. On y viendra. Avant de parler des sujets d'avenir, entre autres aussi sur le traité de libre-échange qui devra être négocié avec le Royaume-Uni, je voudrais passer en revue avec vous les négociations pour l'accord de Brexit qu'on a maintenant. Quels sont pour vous les points qu'on a maintenant, je veux dire l'accord de sortie, oui. Excusez-moi, qui a été négocié. Quels sont les gages principaux qu'on a pu remporter en tant qu'Union européenne et quels sont peut-être les compromis qu'on a peut-être dû accepter pour que le Royaume-Uni signe aussi et Boris Johnson remporte la majorité à Westminster? Moi, je crois que les grands acquis de cet accord, disons-le tout de suite, pour citer Michel Barnier, c'était une négociation négative. Personne n'avait rien à gagner dans cette négociation. Ce que nous avons pu faire, c'est éviter que les dégâts ne deviennent plus grands. Donc c'était en fait une prévention d'un échec encore beaucoup plus grand. Parmi les grands acquis, moi je crois que le Good Friday Agreement reste acquis. Ça, c'était quand même l'un des obstacles les plus importants qu'il fallait surmonter. L'accord de paix en Irlande. Oui, c'est l'accord du Vendredi Saint qui a finalement permis de pacifier la région du nord de l'île verte. Ça, c'est un grand acquis. Et il a fallu toute l'ingéniosité de Michel Barnier et aussi du gouvernement de la première ministre à l'époque pour arriver à ce compromis. Parce que le premier compromis était déjà accepté, il n'a pas été adopté par la Chambre des communes. Donc ça, de mon point de vue, ça reste quand même à mettre à l'actif de l'Union européenne et qui a réussi, et je le souligne, à maintenir son unité tout au long de ce processus. D'aucuns avaient prédit la faillite de la gouvernance européenne au bout de 3 mois de négociations. Cela ne s'est pas passé, bien au contraire. L'Europe reste soudée. Deuxième acquis, et c'est le Parlement européen qui peut le mettre à son actif, on a quand même réussi à arracher des concessions à ceux qui n'accordaient pas ou n'étaient pas prêts à accorder une attention suffisante aux problèmes créés par les citoyens. Aussi bien les citoyens britanniques qui vivent sur le continent européen que les nationaux des 27 États membres qui résident au Royaume-Uni. Pour ces derniers, ils sont au nombre de 3,5 millions, et les Britanniques qui vivent en Europe, donc dans l'Union des 27, 1 million. On a quand même réussi à arracher des concessions, ce qui a permis au Parlement finalement d'avaliser cet accord. Sinon, on ne l'aurait pas fait. On avait mis sous pression donc les négociateurs pour y arriver. Quelles sont les concessions que vous avez pu obtenir pour les citoyens? Mais justement, pour prolonger, en fait, pratiquement, avec des exceptions sans doute, mais pour prolonger, en fait, le statut dont bénéficient les uns et les autres. C'est la moindre des choses, mais néanmoins, il faut le faire. En politique, vous pouvez dire 1 + 1 est 2, égale 2, mais il faut avoir une majorité pour le faire. Il faut avoir l'accord des deux parties quand vous avez une négociation. Troisième acquis, ça c'est très institutionnel, c'est la déclaration politique qui ouvre quand même la perspective dans laquelle on va devoir œuvrer, où on couvre pratiquement tous les domaines essentiels. Voilà, je ne peux pas dire plus à ce stade parce que le mandat de négociation des 27 n'est pas encore fixé. Donc les gouvernements des États membres vont devoir donner un mandat à Michel Barnier, qui va rester le négociateur en chef de l'Union européenne. Et du côté du Royaume-Uni, eux, bien entendu, ils viennent avec leurs propres attentes. Ça va, et là je suis d'accord avec Christoph Hansen, ça va être extrêmement court. Je crois qu'on devra jouer les prolongations. D'ailleurs, les procédures le permettent. Je ne vois pas comment on pourrait arriver
à un comprehensive agreement d'ici la fin de l'année. Ça, c'est pratiquement impossible. Bon, je crois que le grand acquis, c'est que l'espoir de continuer à limiter les dégâts reste préservé. Christophe Hansen, est-ce qu'un accord pourrait être trouvé pour la fin de l'année ou est-ce que c'est complètement illusoire? La question est quel accord pourra être trouvé jusqu'à la fin de l'année? Parce qu'on s'attend à ce que Michel Barnier présentera lundi entre 10 et 12 différents mandats, donc sur différents secteurs. Bon, ce sera évidemment sur tous les biens physiques, ce sera sur la sécurité, ce sera sur le transport, ce sera sur la pêche. Évidemment, il y a d'autres secteurs qui sont très très importants. Donc il faut voir chacun de ces différents traités, qu'est-ce qu'on doit absolument faire et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement être prolongé d'une autre manière. Donc, il pourrait y avoir genre un traité ou un accord allégé que Boris Johnson pourrait présenter pour se vanter d'avoir obtenu un accord dans les délais, peut-être portant sur des questions où il y aura moins de contentieux, peut-être sur des questions sécuritaires, et par la suite encore des accords, des annexes, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec où certaines questions seront approfondies. Il y a évidemment, on entend beaucoup, mais on n'a pas encore vu ce que Michel Barnier va présenter lundi prochain. On entend beaucoup que ce sera principalement basé sur le Free Trade Agreement, donc l'accord de libre-échange pour les biens, qu'il y aura également un accord, une proposition sur la pêche. Donc ça, c'est les deux principaux qu'on entend. Ensuite, il faut voir, parce qu'évidemment, pour le Luxembourg, un autre secteur est très important, c'est le secteur des services, les services financiers, où Londres est notre principal concurrent, mais aussi notre principal allié. Est-ce que là, peut-être aussi pour les négociations au sein de l'Union, le Luxembourg ne perd pas un allié important avec le Royaume-Uni? Évidemment, si on regarde comment les négociations sur des dossiers financiers se passent au Conseil, le Royaume-Uni était historiquement toujours l'allié du Luxembourg parce que nos places financières travaillent très intensément ensemble. Ça, c'est premièrement, et c'était aussi notre allié de force contre une alliance franco-allemande, peut-être. Donc le Luxembourg peut moins se cacher désormais. On aura un allié de moins et un allié de taille, ça c'est tout à fait clair. Maintenant, évidemment, pour les services, il n'y a pas tous les États membres qui sont touchés à la même hauteur que le Luxembourg le sera. Donc, évidemment, et la Commission dit qu'effectivement, pour les services, on a un accord à l'OMC. Le GATS, ça, c'est quelque chose qui date de 1994, l'accord de Marrakech. Et ça, c'est très, très, très basique et ça ne va pas nous suffire du point de vue équivalence, etc. Donc, pour nous, pour le Luxembourg, évidemment, ce sera très très important de demander à ce que les services soient également inclus, mais je pense que pour le Royaume-Uni, ce que Boris Johnson va présenter lundi prochain, je pense que le domaine des services sera très très haut sur la carte du menu. Je peux dire un mot? Allez-y. Moi, je crois que les négociations pourraient être très vite terminées si le Royaume-Uni acceptait de rester dans le marché intérieur. Là, on pourrait ratifier pratiquement un accord. Si le Royaume-Uni le veut, il peut offrir ses services financiers au sein de l'Union européenne en respectant toutes les règles auxquelles il a souscrit. D'ailleurs, je rappelle au passage que c'est à Cockfield que nous devons notamment le marché intérieur. Le marché intérieur est une invention britannique. Et je crois que nous allons perdre l'un des moteurs de l'intégration au niveau du marché intérieur de l'Union européenne. D'ailleurs, je voulais justement en venir, et peut-être vous pouvez garder les autres éléments de votre intervention pour répondre à ma question. Il y a beaucoup de voix au Royaume-Uni qui disent les Britanniques étaient pro-européens jusqu'à ce qu'il y ait eu l'accord de Maastricht. Et quand l'Union européenne est à partir de là devenue plus fédérale, disons. Donc, voilà, il y a des voix qui disent si l'Union européenne était restée seulement une union pour un marché unique, surtout pour des accords commerciaux, pour mieux travailler ensemble sur un point de vue économique, les Britanniques n'auraient jamais voulu sortir. Est-ce que là, il n'y a pas un risque,
si on leur offre justement ça, que ils se diront en fin de compte vraiment, ça vaut le coup de sortir de l'Union européenne et on n'aura pas à se compliquer la vie avec une cour de justice européenne ou d'autres acteurs. Vous pouvez le voir de cette façon, moi je le vois d'une toute autre façon. Je crois que Maastricht a été le point de départ de l'Europe politique, auquel ont d'ailleurs souscrit les Britanniques. Ce qui les dérangeait, c'était la monnaie unique. C'était pas une constante dans la politique britannique, parce que Tony Blair était plus ouvert sur cette question que ses prédécesseurs et ses successeurs. Non, moi je crois que... Enfin, je vais vous citer l'analyse de Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt s'est interrogé sur la question de savoir qui assume la responsabilité de cet échec. Parce que ce divorce est un échec. Est-ce que la responsabilité repose seule sur les épaules britanniques ou est-ce que nous avons aussi une part de responsabilité à porter? Et il dit clairement, nous avons aussi notre part de responsabilité à porter en la matière. Et ces explications sont les suivantes. On a pratiquement donné chaque fois pour faire passer un traité, soit un régime dérogatoire, soit une exception. Alors, on ne peut pas dire, le Royaume-Uni ne peut pas dire qu'on n'a pas fait de concessions. Guy Verhofstadt est d'avis qu'on a fait trop de concessions, mais je ne vais pas porter de jugement trop sévère parce qu'en politique, il faut faire ce qui est possible de faire. Hein. Juncker a dit récemment encore, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas parce que les obstacles sont tels qu'on n'arrive plus à changer de traité. Et quoi qu'il advienne, dans les 2 ou 3 ans à venir, on n'arrivera pas à changer une virgule au traité. Parce qu'il y a des freins, et il y en a qui freinent des 4 fers dans nombre de pays. Quand les Britanniques seront partis, ça ne veut pas dire que l'opposition à une intégration plus poussée de l'Union européenne sera arrivée à son terme. Bien au contraire. Le train britannique, on a caché bien d'autres. Hein, et ils sont situés un peu plus à l'est. Moi, je crois qu'il faut... il faut bien argumenter. On ne va pas le faire immédiatement. On va devoir bien raisonner. On va devoir bien expliquer les choses. On va devoir aussi expliquer à l'opinion publique, écoutez, le monde ne cesse de tourner. Il tourne de plus en plus rapidement. Jusqu'en 1989, nous avons été le moteur de l'intégration européenne. Alors qu'on voulait aller plus loin. Et ce qui nous freinait à l'époque, c'était le rideau de fer. Depuis que le rideau de fer est tombé, on n'a plus aucune circonstance atténuante pour ne pas augmenter de vitesse. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1989? L'Europe est pratiquement restée sur place. Et le traité de Maastricht, c'était encore un reliquat de la guerre froide, parce que c'est vers la fin de la guerre froide que l'idée était venue de faire le traité de Maastricht, la monnaie unique, etc., pour donner une impulsion plus politique. Moi, je crois que ce que nous avons maintenant, ça devrait suffire pour faire certains progrès, mais le grand bond en avant, passant par obligatoirement par le changement de traité, c'est pas pour aujourd'hui. Non, je crois que nous avons faut pas culpabiliser. Nous n'avons pas été capables de maintenir l'unité au sein des 15 à l'époque ou des 12 quand il s'était agi de négocier le traité de Maastricht. Le Royaume-Uni porte sa responsabilité, mais nous ne sommes pas innocents. Christoph Hansen, on disait au début que officiellement les négociations commencent demain, disons, dès que le Brexit entre en vigueur. Mais en réalité, vous faites déjà partie du Brexit Steering Group. Non ? Oui, expliquez. Quelles sont les négociations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant? Vous êtes impliqué. Quelles sont les ambiances? Quelles sont peut-être les grandes lignes de la position du Parlement européen? Pour l'instant, il y a jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a le so-called Brexit Steering Group. Ça, c'est effectivement un organe un peu informel du Parlement qui était présidé justement par Guy Verhofstadt et plusieurs membres de la Commission Affaires constitutionnelles. Donc, c'était à eux d'accompagner et aussi d'être le point de contact pour le négociateur en chef, Michel Barnier,
au Parlement européen, parce qu'évidemment, sur des négociations, c'est quelque chose de très sensible. Donc, pour Michel Barnier, c'était très important de pouvoir aussi parler à un cercle de personnes de confiance au Parlement européen, de faire le débrief régulièrement. Donc, ça, c'était le Brexit Steering Group jusque maintenant. Évidemment, la situation change maintenant et c'est pour ça qu'il y a un nouveau groupe qui n'est pas encore entièrement constitué, parce qu'il y a encore certains groupes politiques qui doivent nommer leurs membres là-dedans, mais il y aura le président de la Commission Affaires étrangères, le président de la Commission Commerce international, dont je suis membre, et la présidente du groupe de Charles, qui est la présidente du groupe CD, donc Sécurité et Défense, et les rapporteurs en Commission Affaires étrangères et Commission Commerce international. Et c'est par ce biais-là que je vais être membre de ce nouveau groupe de coordination. Donc ça s'appelle maintenant UK Coordination Group, parce qu'on ne parle plus du Brexit, parce que maintenant il s'agit évidemment de créer la relation future, et ça c'est très très important. Je voulais peut-être revenir un tout petit peu aux grandes victoires du Parlement européen aussi, parce que justement dans cet accord de retrait, il y a quand même un article que j'aimerais soulever, c'est dans la déclaration politique. Donc il y a l'accord qui a près de 600 pages, et il y a une déclaration politique d'une trentaine, quarantaine de pages, où effectivement il y a quand même, où on couvre tout. Et là on a aussi sous l'article 77 la clause de non-régression, qui était très très important pour le Parlement européen. Donc toute la législation européenne actuellement en vigueur, qui a été adoptée par les Britanniques aussi, restera en vigueur, donc aussi par après. Donc on ne peut pas maintenant, par exemple, les standards environnementaux, après les Britanniques ne peuvent pas repasser en dessous. Donc ça, c'est quelque chose qui a été une grande victoire. Aussi après 2020. Aussi après. Ça, c'est acquis. Ça, c'est un acquis. Par contre, on parle maintenant beaucoup, par exemple, du Green Deal, qui sera où l'Europe veut augmenter ses ambitions climatiques, mais aussi dans d'autres domaines, devenir encore plus ambitieux. Évidemment, donc avec ces futures adaptations, le Royaume-Uni n'y sera plus tenu. Donc effectivement, il faut maintenant trouver une solution à cela, parce que effectivement, et ça c'est très clair, Boris Johnson l'a dit clairement, il ne veut pas s'aligner automatiquement aux nouvelles législations européennes. Je pense que ça c'est quelque chose de très clair, mais maintenant il faut trouver, si on parle toujours du level playing field qu'on veut garder du point de vue social, environnemental, fiscal, maintenant il faut trouver la solution pour justement donner cette assurance-là, et ça ce sera à mon avis un des points clés ou des points où on aura beaucoup de négociations, comment trouver cette... Peut-être vous pouvez élaborer davantage là-dessus, donc sur les négociations, ou sur pour vous les points clés dans ces négociations en tant qu'un des négociateurs clés du Parlement. Donc par exemple les questions écologiques, est-ce qu'ils en font partie, point d'interrogation, pour tout accord commercial de libre-échange qui devrait être trouvé, ou voilà, quelles sont pour vous vos prérogatives que vous avez dans la tête, où vous dites, voilà, moi je veux que ces points-là, ils figurent dans l'accord qu'on trouvera avec le Royaume-Uni. Pour nous, ce qui est clair, on veut le level playing field, ça c'est une prémisse, c'est donc de pouvoir après jouer avec les mêmes règles du jeu, donc avoir les mêmes armes ou les mêmes... du point de vue, par exemple, on ne veut pas que notre industrie va maintenant devoir augmenter ses ambitions et que quelques kilomètres à côté, il y aura de l'industrie qui ne va plus respecter cela, qui pourront rentrer sur le marché intérieur. Ce sera une concurrence déloyale. Ça, c'est à éviter. Mais c'est évidemment aussi du point de vue environnemental. On ne veut pas que des produits qui polluent la nature plus, que nos produits soient mis sur le marché intérieur également là. Et du point de vue social, c'est très très important. On ne veut pas qu'il y ait du dumping social qui vient juste devant notre porte. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit mettre en œuvre. Mais, comme dit, tout dépendra maintenant de la vitesse des négociations. Ça dépendra aussi de ce qui sera présenté lundi prochain. Mais en principe, il y a un cycle de 3 semaines qui est prévu. Donc, il y aura une semaine préparatoire pour un tour de négociation. Donc, ce sera la Commission au Parlement européen.
Ensuite, il y aura une semaine de négociations directes avec le Royaume-Uni. Et ensuite, après, il y aura une nouvelle fois une semaine de débrief, disons, où les négociateurs vont informer le Parlement européen, le Conseil sur ce qui a été obtenu pour avoir leur feedback aussi, dans quelle direction ils peuvent aller. Donc, effectivement, si on garde en tête qu'on dit toujours on a 11 mois, mais en fait, on en a un peu moins parce que le Royaume-Uni peut toujours demander une extension de cette phase de transition, mais ils doivent le faire avant l'été. Donc, effectivement. L'Union européenne aussi, je suppose. L'Union européenne, de toute façon, est d'avis qu'il faut une phase de transition plus longue. Je pense que ça, c'est clair parce que à l'envergure de tout ce qui reste à faire, on ne peut pas tout régler cette année-ci, comme j'ai dit en entrée. Donc, effectivement, mais Boris Johnson a dit clairement qu'il ne demandera pas cette extension. Évidemment, ça va changer peut-être lorsque les négociations auront commencé et on voit que ça débouche nulle part où on n'a pas fait suffisamment d'avancées dans les différents domaines. Est-ce que vous connaissez par hasard déjà vos homologues du Parlement de Westminster ou donc les personnes avec qui vous allez négocier ou ce sont encore des inconnus? Bon, ce sera avant tout la Commission qui va négocier, ça c'est clair. Donc c'est la Commission européenne qui va directement négocier avec les représentants des différentes institutions britanniques. Nous évidemment on a notre rôle à jouer pour justement garantir la supervision du Parlement européen qu'on connaît aussi des autres accords qu'on fait. Donc nous on ne va pas directement négocier avec les Britanniques, ce sera la Commission. J'ouvrirai le débat pour vos questions. Je veux dire un mot sur les accords commerciaux, si vous permettez. Allez-y. Juste en ce qui concerne les aspects environnementaux, ou bien l'Union européenne fait du respect des accords de Paris un élément de conditionnalité, auquel cas il faut l'appliquer à tous, au Mercosur, en Afrique. Je rappelle au passage que ceux qui bloquent les négociations, enfin ceux qui bloquent la suite du Mercosur sont aveugles parce qu'il y a plus d'incendies de forêt en Afrique qu'au Brésil. Alors, je crois qu'il faut être clair là-dessus. Hein. L'Europe dit toujours oui, on va imposer ça comme condition sine qua non, mais en fait, quand il s'agit de le faire, elle perd son courage. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je vois déjà 2 mains qui se lèvent. Peut-être je peux partager le micro et on va partager entre nous de M. Goerens. On vous écoute. Merci. Dan Codello. Tout au début, M. Schröder, vous avez parlé du citoyen qui est dans le débat et au centre du débat. Les Brexitaires, dans la campagne, ils ont toujours mis en avance qu'il y avait une majorité de Britanniques qui ont voté en faveur du Brexit. Mais non, ils ont quand même caché que beaucoup de Britanniques ne sont pas allés voter ou étaient exclus du vote. Donc, est-ce que être citoyen, ça implique d'avoir des droits, mais aussi des obligations? Ne faudrait-il pas de profiter de cette conférence sur l'avenir de l'Europe pour profondément discuter sur une marche à suivre, d'instaurer peut-être ou de recommander l'obligation de vote dans les États membres, parce que quand même le citoyen et l'intérêt du citoyen, de la participation citoyenne, ça implique également le futur de cette Europe que nous avons et que nous voulons construire dans cette conférence. Merci beaucoup et je me permets d'élargir la question pour vous deux. En effet, ce matin, quand il y a eu la conférence de presse avec les 3 présidents des institutions européennes, donc avec M. Sassoli, M. Charles Michel et Mme von der Leyen, le ténor était surtout que cette situation de crise qu'on vit avec le Brexit doit être une opportunité aussi pour une opportunité pour l'Union européenne de se rassembler et une opportunité clé pour ces 3 personnes et justement cette conférence sur le futur de l'Union européenne. Quelles sont vos attentes de vous deux par rapport à cette conférence, bien sûr en incluant la question de monsieur? Alors premièrement, sur la question de savoir s'il faut rendre le vote obligatoire dans tous les pays, c'est un vœu pieux, mais on n'aboutira pas. Il y a 4 pays à l'heure actuelle qui ont le vote obligatoire, c'est Chypre, la Grèce, la Belgique et le Luxembourg. Je crois qu'on a fait une bonne expérience. Moi, je ne voudrais pour rien au monde changer de système électoral. Et c'est d'autant plus que nous avons
outre le vote obligatoire, la spécificité que ce ne sont pas les états-majors des partis qui décident du rang des élus, mais ce sont les électeurs. Moi, je crois que ça, c'est un grand acquis. Dans nombre de pays, je vois des collègues qui sont sous la botte de leur gouvernement parce que s'ils ne votent pas comme le gouvernement leur demande, ils ne seront plus mis sur la liste. Donc moi, je crois qu'il faudrait peut-être élargir un peu notre ambition et dire nous voulons des députés européens indépendants, totalement indépendants. Moi, je suis un homme libre. Voilà. Deuxièmement, la question sur le futur de l'Europe. Donc la grande conférence qui va, c'est à ça que vous avez fait référence. Exactement. Bon, elle va être pilotée par Guy Verhofstadt. Il y aura les groupes parlementaires du groupe socialiste et du PPE qui seront représentés au sein de ce groupe. Un membre du Conseil, quelqu'un de la Commission, et puis on va voir ce qu'on va voir. Quelles sont vos attentes, vos espoirs? L'implication la plus large du citoyen dans ce débat. Je crois que nous avons déjà une certaine expérience avec les débats citoyens. Je me souviens quand Mme Reding était commissaire, elle avait suscité quand même un certain intérêt avec ces débats. On les a eus aussi à Luxembourg. Si je peux me permettre, là, c'est pas par rapport au débat ou au dialogue citoyen qui avait eu avec Mme Reding, mais pareil, le président français Emmanuel Macron, c'est un peu son outil de politique fétiche, si je puis dire, de dire voilà, on fait des dialogues citoyens, des consultations citoyennes. Donc il a fait ça dans une très grande envergure, justement juste avant les élections européennes où il a passé beaucoup d'heures sur les antennes. Donc ça n'a pas dû lui nuire. Et après, en fin de compte, on se pose la question, c'est très bien de discuter avec les citoyens, mais ça peut être très frustrant si ça n'a pas vraiment un effet, si on ne retrouve pas des traces sur ces discussions, sur ces dialogues avec les citoyens dans la politique qui va être menée. Oui, mais que ça soit frustrant ou non, on ne peut pas faire l'impasse sur le citoyen. Si vous croyez qu'on peut encore imposer un changement des traités du haut vers le bas, ça ne fonctionne plus. Alors, tous les citoyens réclament qu'ils ne sont pas assez écoutés. Donc, je crois que la politique leur doit une réponse et elle doit leur offrir un débat citoyen dans la mesure où c'est possible. On ne peut pas discuter dans une salle avec 600 000 luxembourgeois. Mais ceux que ça intéresse, ils auront l'occasion de pouvoir s'exprimer. Encore une fois, je cite encore une fois Juncker, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Moi, je crois qu'il faut dire aux citoyens, écoutez, est-ce que vous voulez demain être trendsetter en matière de standards de qualité des produits? Est-ce que vous voulez être trendsetter en matière de valeurs universelles, reconnues par la Convention universelle des droits de l'homme? C'est une minorité infime qui se reconnaît encore dans ces valeurs-là. Si c'est le seul succès économique, la seule puissance économique qui compte, alors baissons les armes, baissons la garde devant les grands défis qui sont devant nous. Moi, je crois qu'il faut dire de quoi il retourne. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Est-ce qu'il sera fait dans la division? Est-ce qu'il sera fait dans la pluralité des démarches politiques? Ou est-ce que nous devons peser dans le monde? Si nous voulons peser dans le monde, nous devons changer de gouvernance à l'échelle européenne. Moi, j'espère que cette conférence sur l'avenir de l'Europe se terminera par un appel au changement des traités. Moi, je crois qu'après le débat citoyen, il faudra dire clairement à nos opinions publiques, nous ne pouvons pas nous imposer à l'avenir sans passer par une conférence intergouvernementale au terme desquelles notre traité sera changé. Et ce sera pour le meilleur de nos générations à venir. Un dernier exemple pour souligner l'importance de cette démarche. Qu'est-ce qu'on fait en matière de changement climatique? Nous avons un Green Deal, Christophe vient de le rappeler. Après le retrait du Royaume-Uni, nous représentons encore à peine 7% des émissions de CO2 à travers le monde. Nous pourrons dire nous allons tout faire pour être neutre du point de vue émissions carboniques en l'an 2050. Si les autres ne le font pas, nous pourrons dire on va mourir guéri. Est-ce que c'est ça notre ambition?
Je crois que la demande qui nous est faite est une demande globale. C'est un défi global. Il faut intégrer les autres. Il faut avoir le poids suffisant pour convaincre la Chine et l'Inde de participer à cet exercice si on n'a pas cette posture politique qui passe par une reconnaissance de notre représentant, de haut représentant des affaires étrangères, qui passe par une reconnaissance de l'autorité de l'Union européenne dans le monde. On n'y arrivera pas. Si nous continuons à nous diviser, si les 27 ministres des Affaires étrangères ont chacun son rôle de solo en matière de politique étrangère, on n'y arrivera pas. Il faut aussi avoir le courage de supprimer l'unanimité dans certains cas où décidément tout reste bloqué à cause de la mesquinerie nationale. Petite demande, là il y a quelqu'un qui a touché l'interrupteur. Mais non, là ça fait trop cosy là. Merci, c'est plus agréable. Christophe Hansen, je veux bien sûr vous donner aussi l'opportunité, excusez-moi, de réagir sur cette question ou sur le sujet de la conférence future de l'Europe. Comment, d'après vous, est-ce qu'on peut donner une voix aux citoyens européens qui va au-delà de la voix qu'il a pour les élections régionales, nationales et européennes, et une voix qu'on donne de manière crédible, que ça ne mène pas à des frustrations, et peut-être une piste de réflexion, mais moi personnellement j'ai pas vraiment de réponse non plus. Si vous dites il faut donner une opportunité de participer, moi je me pose la question, ceux qui ont voté pour le Brexit, ce sont pas vraiment les élites, ce sont pas vraiment ceux qui s'intéressent à fond pour la politique européenne. Donc, est-ce que ce sont vraiment ces personnes-là qui veulent consacrer leur temps libre pour discuter du futur du projet européen? Et est-ce qu'il faut aussi trouver, ou comment est-ce qu'on peut arriver à approcher le citoyen qui s'intéresse un peu moins et qui peut être tombé par les tentations des dialogues et des narratifs populistes? Évidemment, on est en train d'élargir le sujet au-delà, évidemment, de notre future relation avec le Royaume-Uni. Mais pour commencer, peut-être pour revenir sur la question de M. Codello sur l'obligation de vote dans tous les États membres. Évidemment, c'est pas quelque chose que l'Union européenne va pouvoir demander. D'un autre côté, si on demande cela, ou il y a aussi des gens qui demandent que les jeunes à partir de 16 ans vont pouvoir aller voter, je soutiens, sous condition qu'on mette aussi de l'éducation politique neutre dès le plus jeune âge aussi dans les écoles, parce que ça c'est quelque chose qui manque crucialement dans nos écoles actuellement. Deuxièmement, un des grands dangers de la démocratie, c'est une opportunité mais aussi un danger, c'est les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux. Il est tellement facile de s'aimer des fausses informations, de sortir une phrase de son contexte, de la balancer avec un commentaire méchant, et il y a des milliers de personnes qui vont tomber dans le panneau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut en avoir conscience. Et il faut que nos plus jeunes apprennent aussi à reprendre vraiment des médias sérieux en main et ne pas juste laisser s'inonder par des titres qui induisent en erreur sur les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, c'est un défi énorme. J'ai pas la solution pour cela, mais il faut réfléchir à cela. Et vos espoirs par rapport à la conférence sur le futur de l'Union européenne? Pour le futur de l'Union européenne, évidemment, on parle de la participation du citoyen. On doit absolument avoir au Parlement européen le droit d'initiative. C'est une requête de longue date. Il faut que, comme ici à la Chambre des députés, les députés peuvent aussi faire des propositions de loi. On a besoin de cet outil-là. D'ailleurs, c'est ce que la présidente von der Leyen a promis. Au Parlement européen, lors de son discours avant qu'il y ait eu le vote sur sa personne, que les résolutions du Parlement européen, elle est considérée comme des initiatives et qu'elle voudrait les mettre en œuvre comme initiative politique. Ouais. Évidemment, pas toutes les résolutions que le Parlement européen fait sont aussi des bonnes résolutions. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a beaucoup de résolutions pour des politiques et qui ne mènent
disons-le franchement, qui ne mène pas à grand-chose parce que la Commission n'y donne pas de suite, jusqu'à présent. Il faut définir des critères très clairs sur quelle base on peut, parce qu'on ne veut pas non plus maintenant faire quelque chose qui va être utilisé à tout moment pour balancer des idées personnelles pour que certains députés puissent mettre leur nom sur un rapport qui est justement populiste aussi, ça, il faut l'éviter. Donc, il faut mettre des garde-fous très clairs comment ça doit fonctionner avec les majorités nécessaires pour soutenir, par exemple, une telle proposition. Je pense que ça, c'est des règles très claires qu'il faut mettre. Ensuite, il y a aussi l'élément des initiatives citoyennes. Et justement, je vous ai parlé tout à l'heure de la directive eau potable qui a été justement ouverte par la Commission européenne suite à une initiative citoyenne. D'ailleurs, la première qui a recueilli plus d'1 million de signatures, c'était 1,8 million en fin de compte. Donc, effectivement, la Commission a repris cette demande du citoyen pour réouvrir une directive qui n'était pas ouverte depuis 20 ans pour garantir des meilleurs standards pour l'eau potable, pour garantir l'accès à l'eau, etc. Donc, c'est effectivement sur ces éléments-là, on doit travailler. Ensuite, on a quand même aussi reconnu qu'avec toute cette procédure, article 50, que l'Union européenne n'était pas prête à laisser partir un État membre. Donc, effectivement, je sais que la commission dont Charles est membre, la commission des affaires constitutionnelles, va préparer justement un rapport sur l'analyse de cette procédure article 50. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, où il faut effectivement l'améliorer pour que si jamais ça arrivait encore une fois, on va être mieux outillé pour être préparé là-dessus. Ça, c'est une chose. Ensuite, encore une dernière chose. Bon, je ne peux pas dire toutes mes idées qu'on devrait mettre là-dedans. C'est le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et on sait que dans beaucoup d'États membres, elles ne sont pas respectées en ce moment. Malheureusement, c'est surtout des pays de l'Est, mais aussi des pays du Sud. Je citerai l'Hongrie, la Pologne, la Roumanie, Malte, effectivement, où on a des graves atteintes à la liberté d'association, à la liberté de circulation des capitaux, à la liberté de la presse, et j'en passe. Donc, effectivement, il faut trouver un mécanisme non politisé pour justement pouvoir déclencher des mesures contre les États membres qui sont en infraction. Parce que là, ça nous éviterait les houleuses discussions qu'on a actuellement au Conseil. Justement, c'est à nouveau, pour le cas de la Pologne et de l'Hongrie, c'est quelque chose qui se passe derrière les portes fermées, où nous, on veut être plus impliqués. C'est déjà quelque chose de bien que le Parlement ait un soupçon d'un droit d'initiative justement pour pouvoir déclencher cet article 7. Et je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire. Je me suis permis déjà de me lever parce que je sais qu'il y avait une prochaine question qui nous attend. Et je vois d'autres mains aussi qui se lèvent. On vous écoute. Je suis membre du mouvement européen, de l'Union européenne des fédéralistes. Je vais soulever une question que j'avais déjà posée à M. Goerens à l'occasion, qui est en rapport avec le Brexit, en fait. Alors, conférence pour l'avenir, les citoyens doivent pouvoir s'exprimer, mais il faut aussi qu'on leur propose une Europe claire. Il faut qu'elles puissent la soutenir, donc ils doivent savoir ce qu'ils font, ce qu'ils soutiennent. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'est quand même pas temps d'envisager deux types d'adhésion à l'Union européenne qui auraient pu éventuellement, a posteriori, éviter le Brexit, c'est-à-dire, bon, à définir, je ne vais pas rentrer dans les détails, une union du type traité de Rome, et puis débloquer cette situation politique qui n'avance plus, en donc, permettant... Vous faites allusion à l'union des deux vitesses. Non, justement, je ne veux pas parler d'union à deux vitesses, vous faites bien d'en parler, parce que ça n'est pas ça. C'est une deuxième alliance qui permet une union politique. Alors, les pays choisissent clairement, oui, nous adhérons à une union économique et sociale, libre marché, etc. Ou, oui, et d'accord, mais nous voulons peut-être aussi adhérer à un deuxième étage qui est constitué d'un nombre plus restreint, évidemment, par définition d'États membres. Mais à ce moment-là, le citoyen choisit effectivement, on lui donne la responsabilité du destin de l'Europe.
Et il doit faire l'effort, on doit pouvoir le convaincre qu'il est nécessaire d'avoir une Europe politique dans tous les sens du terme, avec tout, pour sortir des blocages. Évidemment, il y a les questions d'unanimité, etc. Mais ça serait quand même beaucoup plus clair. Donc ma question, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à imaginer ça, peut-être pas pour tout de suite, mais pour justement à la fin de la conférence ou pour la suite des événements. Parce que c'est quand même aux citoyens de décider comment doit être l'Europe. Avec votre remarque et question, vous rejoignez un peu le discours de Guy Verhofstadt au Parlement européen, qui disait, aussi c'est ce que M. Goerens disait à l'instant, qu'on a permis trop d'exceptions aux pays membres et qu'il fallait en arrêter. Et avant que je repasse le micro à nos deux eurodéputés, j'ai vu que monsieur, vous avez secoué la tête quand il y a eu cette question. Donc, partagez peut-être vos pensées avec le public. On peut aller très loin dans la discussion, mais tout de même, dans le résultat, pourquoi les Anglais, à mon avis, ou une partie des Anglais, je précise une partie des Anglais, et ça pourrait aussi arriver pour une partie d'Européens qui sont restés en Union européenne, c'est qu'on leur a promis, une fois quitté l'Union européenne, on sera un sous-marin qui flotte, et maintenant on va se défaire des étrangers qui viennent de partout le monde, et nos frontières seront étanches. Plus personne passera. Je pense qu'il y a beaucoup d'Anglais qui ont accepté et espèrent que ça arrivera. Et la deuxième Take question back très control, hypothétique, c'était ça le slogan de la campagne par rapport aux frontières. oui, mais ça a pris. Et j'ai peur que ça pourra prendre aussi en Union européenne. Hein. Et la deuxième question, mais très, très hypothétique, supposons que maintenant les négociations pour des raisons X et des problèmes politiques internes en Angleterre, tout à coup, on veut tirer le frein à main. Alors, c'est possible? Qui on veut tirer la frein à main, ça veut Les dire? Anglais, par exemple. Les Anglais, pas les Européens. Qu'ils disent stop, stop, on ne veut plus sortir. Christoph Hansen et Charles Goerens, je vous laisse réagir par rapport à ces deux réflexions. Ouais, je pense que c'est plutôt des réflexions que des questions concrètes, mais pour revenir à votre proposition qu'il serait temps à permettre une Europe, quelqu'un la décrive à une Europe à différentes vitesses, d'autres la décrivent à l'Europe des cercles circonscrits. Il y a plein de différentes idées comment faire ça, mais en réalité ça existe déjà, hein, parce qu'on a par exemple les États membres qui adhèrent, qui font partie de l'union monétaire, et il y a ceux qui ne le sont pas. On a aussi un article qui nous permet justement d'aller au-delà du droit européen. C'est d'ailleurs ce que le Benelux fait par moment aussi. C'est justement quelque chose dont on est très fier. Donc ça existe déjà. Ensuite, il faut quand même vous demander à ce que les citoyens participent encore davantage. Et effectivement, là, je partage ce que Charles Goerens a dit tout à l'heure. Un référendum, par exemple, c'est un instrument, ça peut être utile, mais ça peut aussi être très dangereux. Et je pense qu'on a vécu l'expérience ces dernières années ici au Luxembourg, mais aussi surtout maintenant dans le cadre du Brexit, parce qu'on ne vote pas. La question est trop importante et trop vaste pour qu'on puisse répondre oui ou non. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très clair. Et je rejoins aussi l'exemple que Charles Goerens a donné, qu'effectivement, si on avait voté dans les années 50 sur la CK, etc., tout le monde aurait dit non. Parce qu'en fait, on lit d'autres choses qui n'ont rien à voir à la base et que les gens ne voient pas l'image beaucoup plus large. Donc, effectivement, il faut quand même se donner certains garde-fous pour faire cela. Ensuite, effectivement, je partage aussi l'élément que Charles a dit sur la discussion sur l'unanimité au Conseil, sur quel sujet on pourrait l'élargir, parce qu'on doit devenir réactif, mais d'un autre côté, on sait exactement aussi d'où ça vient, pourquoi on a ces soucis. On a le souci, effectivement, que beaucoup d'États membres ne veulent pas aller au-delà. Et ça, vous n'allez pas, on va pas... Aussi le Luxembourg par rapport à certaines questions financières, il faut le dire honnêtement. Le Luxembourg, sur l'unanimité au Conseil sur les questions fiscales, de taxation, le Luxembourg est toujours le premier à lever la main. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
parce que on n'a jamais fait autant de progrès en matière de rapprochement des politiques fiscales qu'au cours des 10 dernières années, malgré l'unanimité. Les progrès sont considérables. Si vous comparez aujourd'hui le paysage fiscal avec celui qui était là il y a 10 ans, c'est tout à fait différent. Et je voudrais ajouter un mot. Et ce n'est pas la politique qui a changé ça. Ce n'est pas la politique qui était l'initiateur de ces changements. Les LuxLeaks, c'était la presse. L'abandon du secret bancaire, c'était les Américains qui imposaient aux banques européennes de dévoiler toutes les données relatives aux dépositaires originaires de leur pays. La politique a toujours suivi les initiatives qui ont été faites par d'autres. Petite parenthèse, je me permets de vous renvoyer au programme électoral du DP pour les élections nationales et européennes, qui stipulait, d'ailleurs le CSFA va aller dans une direction qui est un peu pareille, il devrait, s'il y a unanimité, il faut sur les questions fiscales au Conseil européen, il faudrait qu'il y ait une unanimité au sein de l'OCDE et pas seulement à l'Union européenne. Donc là, on parle très large. Oui, mais ce n'est pas la plus grande aberration qui émane du Luxembourg, parce que le level playing field, ça ne concerne pas seulement les 27 ou les 28 pays de l'Union européenne. On est dans une économie globalisée. Hein? Quoi de plus normal que d'exiger que les mêmes contraintes soient imposées par tous ceux qui profitent du même système? Encore une fois, le Luxembourg a changé de posture en matière de politique fiscale. Au début, quand j'étais jeune député, je me souviens, Santerre était venu dans une séance de nuit très dramatique annoncer qu'il venait d'opposer un veto à l'abandon du secret bancaire. Hein. Ça, c'était la raison d'État à l'époque. Aujourd'hui, c'est le common sense qu'on ne parle plus de secret bancaire. Les Luxembourgeois sont sans doute les seuls à ne pas savoir que le secret bancaire compte encore pour eux, mais pas pour les autres. Mais pour le reste, des changements énormes ont été faits. Et je crois qu'il faut aussi avoir le courage de dire à ceux qui veulent aller vraiment très très loin, à commencer par la France, l'harmonisation fiscale tous azimuts, ça ne fait pas de sens. Je rappelle notamment le Trichet, quand il était président de la Banque Centrale Européenne, dire qu'un élément de compétitivité fiscale saine est non seulement souhaitable, mais il est pratiquement indispensable. Moi, je connais un tas de pays qui tournent avec des fiscalités différentes d'un État à l'autre. Aux États-Unis, en Suisse, ce sont des modèles qui fonctionnent. Il ne viendrait à l'esprit de personne de dire mais il faut que toutes les législations soient les mêmes. Et encore une fois, ce qu'on a fait maintenant, on pourrait une fois juxtaposer les tableaux de la situation actuelle et la situation qui prévalait avant l'an 2008. Vous verrez, ce sont deux mondes totalement différents. Je reprends rapidement une question et je vois encore un autre bras qui se lève qui venait à l'instant du public. Peut-être vous pouvez seulement, vous deux, la répondre par oui et non. On n'avait pas répondu à la question qui avait été Voilà, posée. la question qui se posait, c'est est-ce que le Royaume-Uni mettra dans les mois à venir un frein à main et dira bah non, bah en fin de compte, on veut rester. Est-ce que ça c'est probable, ce scénario, Christophe Hansen? Non. Charles Goerens? Je répète ce que vient de dire Christophe. Christophe Hansen a répondu sur la première question qui s'était posée sur l'Europe. Vous disiez non, bah c'est pas le mauvais terme. Je me permets de le reprendre quand même, là, de plusieurs vitesses, ou de dire voilà qu'un groupe de pays intègre davantage en conséquence du Brexit. Vous y croyez, Monsieur Goerens? Écoutez, il y va des valeurs fondamentales. Si on veut une Europe à plusieurs vitesses, on a... C'est le déblocage de l'Europe politique. C'est pas la même chose. Bah, Il n'y a pas de plusieurs vitesses. Il y en a qui veulent aller plus vite. oui. Une union politique renforcée. Moi, je n'ai pas la panacée. Je sais qu'il y a des tentatives pour bloquer la situation, l'attitude des plus récalcitrants. Prenons la dernière discussion portant sur l'élargissement de l'Union européenne vers la Macédoine, il faut l'appeler autrement, mais je ne vais pas m'y habituer, et l'Albanie. Alors, ces deux pays sont bloqués par la France. Moi, j'étais pratiquement le seul, ou un des rares au Parlement européen,
ou du moins dans mon groupe, à soutenir la position française. Je vais vous dire pourquoi. Macron dit en fait à quoi ça sert d'élargir une Union européenne, à quoi ça sert de passer à 28, 29, à 30, si ceux qui sont dans la communauté ne sont pas capables de préserver le respect des valeurs fondamentales. Alors, changeons ce système et faisons du respect des droits fondamentaux non seulement une farce, mais une vraie obligation de résultat. Tant que nous n'avons pas ça, il ne faut pas élargir. Et moi, je suis de ce point de vue. C'est extrêmement dur vis-à-vis des Macédoniens et des Albanais, mais il faut dire aussi aux opinions publiques de ces deux pays, est-ce que vous avez intérêt à rejoindre une bande de rigolos qui présente dans les discours des dimanches une liste, un codex de valeurs fondamentales qu'il faut toujours respecter et qu'une fois blessé, on doit toujours faire aveu d'impuissance parce qu'il y a un seul pays qui bloque le système. On sait comment ça marche aujourd'hui. Alors, ce que je demanderais à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, à l'opinion publique polonaise, est-ce que vous avez intérêt à persévérer dans ce système autoritaire ? Quel est votre intérêt ? Est-ce qu'on ne peut pas imposer à ceux qui sont membres de l'Union européenne, mais écoutez, vous voulez une presse libre ou vous voulez une presse muselée ? Est-ce que vous voulez des juges qui ne prononcent des sentences que lorsqu'elles sont en accord avec les vues du pouvoir en place? Si vous voulez ça, alors votre place n'est plus dans l'Union européenne. Alors moi, je ne voudrais pas que les uns disent, écoutez, vous achetez notre viande de porc et pour le reste, on s'en fout. Hein, c'est pas ça, non. Je crois qu'il faut quand même un minimum de ciment qui unit les 27. Et si demain, on devait passer à 28, on va devoir changer de mécanisme décisionnel. Avec les mécanismes décisionnels que nous avons maintenant, on court droit dans le mur. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a personne qui nous garantit, c'est pas vous qui n'êtes pas convaincu, mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas sûr que si on ne fait rien, et ça, il faut le dire aux États membres, dont la plupart freinent des quatre fers lorsqu'il s'agit de changer quoi que ce soit au niveau des traités, que le système de l'intégration européenne tel que nous le connaissons aujourd'hui, je ne sais pas s'il va durer jusqu'à la fin du siècle. Je vais passer le micro au fond de la salle où une question nous attend, mais en attendant, je voudrais encore poser une question à Monsieur Hansen sur justement ce sujet ou sur la volonté d'un plus de fédéralisme, d'intégration européenne. On se rappelle que voilà, le discours des Brexiteers, c'était de dire voilà, on en a marre qu'on nous dicte des lois de Bruxelles, de Strasbourg. On veut regagner, pas seulement par rapport aux frontières, le contrôle. Est-ce que si on choisit cette voie-là, de dire voilà, la réaction par rapport l'analyse qu'on fait de cette crise, c'est d'approfondir davantage encore l'intégration. Est-ce que là, il n'y a pas de risque que dans d'autres pays, les gens ils se disent aussi, les peuples se disent aussi, non, il y a trop d'Europe, on veut sortir nous aussi? Moi, je pense que l'exemple britannique va servir d'exemple. C'est un exemple malheureux, mais va servir à d'autres que c'est absolument pas la voie à suivre. Et je pense que on avait des discussions sur le Nexit, sur le Frexit. Ça fait au moins 2 ans que je les entends plus, ça, là, je dois vous dire. Donc, et je suis ça, c'est la seule bonne chose que moi je peux trouver à ce Brexit, qu'il va servir et il sert à d'autres États membres pour se rendre compte que c'est pas la bonne voie à suivre. Et aussi, si on regarde juste les chiffres, et moi j'adore les chiffres, le Brexit en ce moment, et ça c'est des chiffres de Bloomberg, estime que le Brexit a déjà coûté près de 200 milliards de livres britanniques. Les contributions, selon la House of Commons, du Royaume-Uni au budget communautaire depuis 1973, inflation incluse, serait de 215. Donc, on est presque déjà ce que le Brexit a coûté à toutes les contributions historiques du Royaume-Uni à l'Union européenne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi... un élément décourageant, donc. Un élément extrêmement décourageant. Ensuite, on veut toujours donner toutes les responsabilités à l'Union européenne. On critique ce qui ne marche pas.
Mais il faut aussi se mettre une fois devant les yeux, c'est quoi le budget de l'Union européenne? C'est quoi les outils qu'on donne à l'Union européenne? On peut dire que c'est plus ou moins 1% de notre PIB qu'on donne à l'Union européenne. Plus ou moins, c'est un ordre d'idée. Mais avec 1%, vous ne faites absolument rien. Allez voir aux États-Unis, on est près des 30%, je pense. Là, on peut faire des politiques vraiment concrètes. On peut lancer des projets d'envergure. Et effectivement, avec ce petit pourcent, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est la première chose. Mais comment on peut maintenant augmenter ces moyens? Les États membres ne le veulent pas parce qu'ils doivent débourser... et c'est un déboursement qui n'est pas... D'ailleurs, ces négociations actuellement sont très compliquées. Elles sont et elles resteront. Chaque fois qu'on va parler d'argent, ça sont toujours des discussions très houleuses, malheureusement. Mais alors, il faut aussi réfléchir à d'autres moyens pour justement donner des moyens propres à l'Union européenne. Et ça, c'est possible via les traités. Je vous donne un exemple potentiel pour justement alimenter les ressources propres de l'Union européenne. Par exemple, en Europe, on n'a pas d'accise sur le kérosène. Le Japon a des axes sur le kérosène, les États-Unis, le Brésil, même l'Arabie saoudite a des axes sur le kérosène. Nous, en Europe, on n'en a pas. Parle justement dû aussi au système de l'unanimité pour ces questions de taxation énergétique. Et il y a chaque fois les Chypriotes, les Maltais, les Grecs, etc., ceux qui ont des îles, qui nous disent « Ah non, ça va être désastreux pour notre industrie touristique », donc ils sont contre. Mais effectivement, on est dans une ère où on parle toujours du changement climatique, mais si vous regardez les émissions dans le secteur de l'aviation, elles ont augmenté dans les 5 dernières années de 26%. Donc en Europe, donc si il y a 5 ans vous avez pris 4 fois par année l'avion, maintenant vous le prenez 5 fois par an. Et ça c'est quelque chose qu'on doit se rendre compte. Et je pense que prendre un avion n'est pas la même chose que prendre sa voiture et aller travailler tous les jours. Là, vous êtes obligé de le faire si vous avez, ça dépend où vous habitez ou lorsque vous n'avez pas de transport public. Mais donc, c'est pas correct que tous les gens qui vont travailler doivent payer des axes. Tout le monde qui peut se permettre d'aller 5 fois ou 6 fois ou 10 fois par an en vacances ne paye pas d'axes sur ce transport-là. Et ces fonds-là, ces axes pourraient intégrer les ressources propres de l'Union européenne, par exemple. Je passe la parole au monsieur au fond de la salle. Est-ce que vous pouvez vous lever qu'on vous voit devant et nous dire votre nom et votre question? J'ai une question à nos deux intervenants. Donc, quelles sont les cartes plus fortes, nos cartes plus fortes dans les négociations avec Grande-Bretagne? Et les États-Unis et la Russie peuvent-ils influencer les négociations? Alors, quels sont les atouts de l'Union européenne dans les négociations avec le Royaume-Uni et de quelle manière la Russie, la Chine et les États-Unis peuvent interférer dans ces négociations? C'est bien ça? C'est ça. Christophe Hansen. Pour être très simple dans ma réponse, on est le partenaire économique le plus important de loin du Royaume-Uni. Donc, évidemment, le Royaume-Uni vend près de 50% de ses biens manufacturiers directement dans l'Union européenne. Nous, de notre côté, on est à près de 8 à 9% de notre production, de nos exportations qui vont dans le Royaume-Uni. Donc, effectivement, c'est une relation de force. Déjà, de ce point de vue-là, ça va être dramatique si on ne va pas trouver d'accord. Pour certaines régions, il y a par exemple la région de Flandre, il y a beaucoup d'industries qui produisent essentiellement, par exemple dans l'agroalimentaire ou encore dans le textile, qui produisent exclusivement pour le Royaume-Uni. Donc pour ces régions-là, ça va être désastreux. Pour le Luxembourg, l'Irlande, évidemment, pour les Pays-Bas, des pays qui ont des liens très, très importants, mais d'autres pays ne vont pas sentir grand-chose, finalement. Donc effectivement, je pense que là, on a un atout quand effectivement de la relation de force. On est plus grand, nous, on est plus important pour eux que eux pour nous. Finalement, ça c'est pour le dire, pour le faciliter. Et les pouvoirs extérieurs, donc Chine, Russie, États-Unis. Évidemment, je vois un peu, si on regarde maintenant ce qui se passe actuellement, déjà pour vous dire, le Royaume-Uni voulait copier les accords commerciaux que l'Union européenne a fait avec des pays tiers. Par exemple, l'année dernière, on a conclu un accord avec le Japon. Donc maintenant, le Royaume-Uni voulait juste
copier simplement ce qui a été accordé là, mais le Japon leur a dit désolé, mais vous n'êtes pas le même calibre que l'Union européenne, donc vous n'auriez pas les mêmes conditions. Ça c'est une chose. Donc ils ne vont pas avoir les mêmes conditions au niveau global. Ensuite, évidemment, ils vont maintenant, ils se ruent aussi sur la Chine et sur les États-Unis qui ont leur propre conflit à régler en ce moment. Maintenant, par exemple, les Britanniques ont dit pour la construction du réseau 5G qu'ils laissent Huawei rentrer sur le marché britannique. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce que demandent les Américains. Et donc, peut-être vont racheter le système de sécurité sociale ou de santé NHS des Britanniques. Là, il y a des rumeurs aussi qui courent et Donald Trump semble avoir certaines envies par rapport à ça. J'aime pas commenter sur les rumeurs, mais en tout cas là, on a déjà un point très clair avec Huawei qui va être un grand point de discorde aussi dans les futures négociations que le Royaume-Uni va devoir mener avec les États-Unis, qui est leur deuxième partenaire commercial. Donc effectivement là, je pense que ils sont dans une situation très difficile parce qu'ils doivent donner des concessions à tout le monde, et donner une concession à quelqu'un pourrait encore nuire dans leur relation avec les États-Unis dans ce cas précis. Charles Goerens, avant qu'on vienne à la question finale. Oui, moi je voudrais me référer à un aspect institutionnel de cette question. Vous avez demandé de savoir quel est l'atout de l'Union européenne en la matière. Moi, je crois que l'atout, c'est que l'Union européenne est dépositaire de la compétence commerciale. Parce qu'imaginez-vous un seul instant les divergences de vues qui sont exposées en plein jour à l'heure actuelle sur l'accès au G5, au 5G, pardon. Berlin, juste pour compléter un peu l'information que vient de donner Christophe, a dit hier croit pouvoir détenir des preuves que Huawei transmet des informations au pouvoir central en Chine. Donc voilà une belle multiplicité de points de vue. Moi, je crois que si on n'avait pas cette compétence installée au sommet de la pyramide, on n'aurait pas un seul accord commercial. Et j'en déduis que lorsque l'Union européenne détient des compétences et qu'il y a un système décisionnel, un mécanisme décisionnel en place qui tient la route, comme c'est le cas pour les questions commerciales, là on avance. Donc le volet économique extérieur de l'Union européenne est très performant, alors que le volet diplomatique de la politique extérieure est pratiquement paralysé. Donc l'atout, c'est un peu plus d'union. Ma question finale, pour ma question finale, je voudrais vous renvoyer à Winston Churchill et je vous posais la question: est-ce que finalement il a ou il aura raison avec cette vision qu'il a exprimée en 1946 à Zurich sur le futur, du continent européen? Il voyait une Union européenne, bon, pas l'Union européenne comme on l'intitule aujourd'hui, mais une union entre les pays européens unis. Avec les pays européens du continent, sans le Royaume-Uni. Est-ce que cette vision de Winston Churchill finalement se réalisera? Charles Goerens, Christoph Hansen? Moi, je crois qu'il faut revoir un peu ce qu'a dit Winston Churchill. Je crois savoir qu'il a été aussi pour l'intégration du Royaume-Uni dans cette démarche. En tout cas, Verhofstadt a recherché extrêmement sur cette question pour nous dire que tel était le cas. Il s'est pris plusieurs mois pour étudier la question de façon approfondie. Toujours est-il que l'Union européenne aura besoin du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni continuera à avoir besoin du continent européen. Nous avons tellement de choses en commun, des valeurs communes à défendre, une défense commune qui ne serait, je dirais pas rien, sans le concours des Britanniques. Si nous voulons vraiment affaiblir de façon substantielle le multilatéralisme dans lequel l'Ouest, l'Occident, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont un rôle important à jouer, alors il faut jouer la division. Si nous nous accordons à reconnaître les points qui nous sont communs, nous avons tout intérêt à les faire valoir dans un monde qui ne nous fait pas de cadeaux. Christoph Hansen, Winston Churchill aura eu raison. Votre conclusion?
pour la conclusion d'aujourd'hui, j'aimerais pas trop regarder en arrière, parce que regarder en arrière, c'est bien pour se rendre compte de ce qu'on a mal fait, mais il faut surtout se concentrer sur le futur. Et évidemment, Donc, votre vision alors? Évidemment, le Royaume-Uni, comme je l'ai dit d'entrée, restera un partenaire sur beaucoup de niveaux, sur l'économie, sur la défense, sur plein de projets qui resteront en commun aussi dans le futur. Donc, le Royaume-Uni, ou d'au moins une partie des citoyens et des politiques ont décidé de rompre cette relation encore plus intense, mais ça restera une relation intense si on le veut ou on le veut pas. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2,5 millions de citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni. Il y a 1,5 million de Britanniques qui habitent et vivent dans le reste de l'Union européenne. C'est ça une réalité que personne n'arrivera, même politiquement, à dissoudre si rapidement. Il faut aussi voir comment va se développer la situation politique, économique et sociale au Royaume-Uni. Je vous rappelle aussi que la prédécesseur de Boris Johnson avait aussi déjà mobilisé des réservistes justement pour prévenir des éventuelles émeutes. Moi, je crains que le Royaume-Uni va faire un grand pas en arrière sur beaucoup de niveaux et va nuire durablement à son économie et à ses citoyens. Et je pense qu'il y aura des tentatives, au moins de certaines parties du Royaume-Uni, à rejoindre l'Union européenne. On a nos collègues de l'Irlande du Nord qui ont encore fait des grandes sorties en plénière qu'eux, ils seraient pour la réunification de l'île d'Irlande et pour rejoindre ainsi. Il y a nos collègues écossais où il y a des rumeurs pareilles. Donc, moi, je crains qu'à la longue, ça ne va pas rester un Great Britain, mais ça va devenir un Little Britain, parce que sur ce qu'ils demandent, c'est justement pas réalisable. Ils ont toujours dit « we take the control back, the power back ». Ils risquent de le perdre. Ils vont devoir, s'ils veulent accéder au marché unique, ils vont devoir accepter beaucoup de nos règles européennes et ils ne seront plus à la table des négociations. C'est un fait et qu'ils veulent profiter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible si on cède son adhésion à un club avec des atouts et des traitements préférentiels. Si on le cède, on l'aura plus et on l'aura pas de manière gratuite. Ça, c'est un fait dont on doit se rendre compte. Donc, beaucoup de défis attendent le Royaume-Uni, aussi pas mal de défis pour l'Union européenne, beaucoup de travail pour vous en tant que rapporteur pour les négociations pour le futur traité de libre-échange avec le Royaume-Uni. Ce qu'il faut faire pour faire des pas en avant pour l'Union européenne, on en a discuté ensemble. Je tiens à remercier le public d'être venu si nombreux. La salle était comble, de nous avoir suivis sur nos streams. Je veux remercier les collègues de la Commission européenne qui nous ont mis à disposition le buffet avant de commencer à débattre. Et vous savez, cette série de conférences, c'est toujours un travail d'équipe, la série de conférences Parlons d'Europe. Donc, je vous invite très cordialement de revenir à ce genre de conférences. Je veux saluer notre équipe, Madame Georgia Morfopoulou qui s'est occupée des inscriptions, mon collègue Marco Juge qui se cache derrière la banderole et qui s'est occupé de la régie et de la bonne retransmission sur le stream. Et je tiens surtout à remercier nos 2 eurodéputés, Charles Goerens et Christoph Hansen, d'avoir pris le temps de discuter avec nous.